Est-ce qu'il y a encore des gens dans la salle d'attente ou pas? Oui, non, non, je te laisse commencer. On peut commencer? Oui, oui. Très bien. Bah, c'est bon, vous avez super. C'est parti. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour la séance 2 du séminaire donc de notre centre de recherche donc, enjeux croisés des technologies spatiales et des capacités stratégiques hautes. Donc, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Amaury Dufay, donc, qui est chargé d'études et responsable du pôle espace de l'IESD, donc chargé d'études depuis 2021. Il prépare un projet de thèse sur le sujet. Et donc, je me permets de citer, avant de commencer, son dernier article qui a été publié dans la revue Space International, où il publie régulièrement quelles possibilités techniques pour les systèmes spatiaux furtifs. Et voilà, et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Amaury, j'ajoute qu'il est très actif sur Twitter et sur LinkedIn, et je vous invite à le suivre. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est on a préparé ça sous forme de questions pour rendre ça un peu plus vivant. Et donc, pendant une quarantaine de minutes, et ensuite, ça sera suffi d'un temps d'échange avec l'auditoire. Donc, pour commencer, première question à Maurice, c'est euh, tout simplement, qu'est-ce que c'est que la propulsion nucléaire spatiale? Merci beaucoup, Lise, pour ton introduction. Euh, alors, si on devait essayer de définir un petit peu simplement, la propulsion nucléaire spatiale, c'est tous les moyens qui consistent en fait à utiliser un réacteur nucléaire, soit pour produire de l'électricité, donc pour un moteur électrique, c'est l'option nucléaire électrique. Généralement, on abrège NEP, soit on utilise un réacteur pour chauffer directement le fluide propulsif, c'est-à-dire qu'on prend du carburant, on le passe directement à l'intérieur du réacteur, le réacteur le chauffe, et là, on appelle ça l'option nucléaire thermique. Donc, soit option nucléaire électrique, soit option nucléaire thermique. Il faut savoir que dans les années 60, il y a eu beaucoup de satellites qui ont été alimentés en électricité par des réacteurs nucléaires, qui ont été placés sur orbite avec succès. Mais en fait, en réalité, aucun de ces réacteurs ne servait véritablement à la propulsion. C'est-à-dire qu'on était surtout sur une alimentation électrique. On parle bien ici de réacteurs. Donc, il ne faut pas confondre ça avec ce qu'on appelle les RTG. Pour RTG, généralement, ça signifie en fait générateur radioélectrique à thermoisotope. Ça paraît un peu compliqué comme ça. Ce qu'il faut retenir très simplement, c'est qu'en fait, on utilise un petit bloc de plutonium qui va émettre des rayonnements et donc de la chaleur. Et on va exploiter la différence de température entre ce bloc de plutonium et l'extérieur pour produire de l'électricité. Voilà. La différence entre un RTG et un réacteur, c'est qu'un RTG, en fait, vous n'avez pas vraiment de véritable réaction qui se passe. Donc c'est beaucoup plus simple. Ça fournit moins d'électricité, par contre, mais c'est plus simple. Alors du coup, à partir de là, peut-être que l'une des questions suivantes qu'on pourrait se poser, du coup, c'est, OK, on a compris à peu près ce que c'était, mais à quoi ça sert? Quel est l'intérêt de ces systèmes de propulsion? D'abord, on va faire peut-être quelques préalables physiques. J'espère que tout le monde voit bien mon PowerPoint. Ok, parfait, très bien. Il y a juste quelques petites notions rapidement pour s'y retrouver. Les objets spatiaux évoluent selon des trajectoires qu'on appelle des orbites. Elles sont dictées à la fois par la gravité terrestre et leur vitesse. Et la particularité, c'est que contrairement aux avions qui peuvent parfaitement changer leur vitesse sans que ça change leur trajectoire, un satellite, lui, dès l'instant où il va changer sa vitesse, son orbite va changer aussi. En fait, pour faire très simple, on peut imaginer, si je devais faire une image un petit peu simplifiée, un objet spatial, ça serait un petit peu comme une sorte de train qui construit sa voie ferrée devant lui, au fur et à mesure. Le train, du coup, pour modifier sa trajectoire, va devoir anticiper, ça va être en fonction de sa vitesse, et bien là, c'est un peu le même système.
Et de la même manière qu'un train qui construirait sa voie devant lui serait limité par sa quantité de rails disponibles, eh ben, un satellite, lui, pour modifier sa trajectoire, va être limité par sa quantité de carburant, la qualité de ce carburant et aussi l'efficacité de ses moteurs. Là, ça introduit une autre notion qu'on appelle le delta V. Alors c'est un peu technique, retenez simplement qu'en fait le delta V, c'est en quelque sorte, entre guillemets, la quantité de vitesse qu'un satellite peut fournir. Donc plus un satellite a de delta V, plus il peut modifier son orbite, plus il est manœuvrant. Et si vous avez suivi un petit peu ce que j'ai dit avant, plus ses moteurs sont efficaces, plus du coup il va avoir du delta V. Bon, petite anecdote, pour vous donner une image aussi, avec le même que vous voyez juste à gauche, pour aller juste en orbite terrestre, il faut fournir un delta V, donc une vitesse d'à peu près 7900 mètres par seconde. Eh bien, une fois que vous êtes en orbite, si vous êtes capable de fournir encore 7900 mètres par seconde supplémentaires, eh ben, vous pouvez aller jusqu'à Saturne. En fait, tout ça pour vous montrer que la plus grosse partie de l'énergie lorsque vous lancez un objet en orbite, en fait, est dépensée surtout pour atteindre les 400 premiers kilomètres, en fait, pour atteindre les 400 premiers kilomètres d'altitude. Et après, une fois que vous êtes en orbite, en réalité, le système solaire devient assez rapidement à portée. Donc, on a parlé du delta V, on a parlé de l'efficacité des moteurs, et justement, pour évaluer l'efficacité des moteurs, vous avez deux données qui sont importantes. La première, c'est l'impulsion spécifique, ou ISP. Ça correspond à la durée pendant laquelle 1 kg de carburant peut fournir 1 kg de poussée. Ça paraît un peu compliqué comme ça, retenez simplement que c'est un petit peu comme le kilométrage au 100, la consommation aux 100 km de votre voiture. En gros, plus l'ISP est élevé, plus le moteur est efficace, et plus avec la même quantité de carburant, il peut aller vite. Et ensuite, la deuxième donnée, c'est la poussée en newton. La poussée, c'est tout simplement plus elle sera élevée, et plus vite le vaisseau atteindra la vitesse que vous avez visée. Donc à partir de là, vous avez deux solutions. Soit vous choisissez la solution, on va dire, du marathonien, c'est-à-dire que vous avez un moteur qui a une ISP qui est extrêmement élevée, donc qui est très efficace. Par contre, il n'a pas beaucoup de poussée. Donc ça fait que vous n'allez pas beaucoup dépenser de carburant, mais par contre, vous allez mettre beaucoup de temps pour changer votre orbite et manœuvrer. Ou alors, vous avez l'option du sprinter. L'option du sprinter, c'est là, vous utilisez au contraire un moteur qui va être peu efficace, mais qui par contre va vous permettre de faire la manœuvre très rapidement en l'espace de quelques minutes au lieu de quelques mois. Eh bien, l'intérêt de la propulsion nucléaire spatiale, c'est très simple, c'est que vous avez l'efficacité du marathonien avec le punch du sprinter. C'est l'équilibre, un des meilleurs compromis en fait, entre l'efficacité du moteur et sa poussée. Donc, je vous ai fait un petit tableau pour que ce soit un peu plus visible. Tout à droite du tableau, là, vous avez donc le RD0120 et SSME. Ce sont les deux moteurs chimiques les plus efficaces aujourd'hui qui ont été conçus. Vous voyez que leur efficacité tourne autour, on va dire, de 450 secondes. À gauche, vous avez là ce que j'ai appelé NTP et NEP. NTP, c'est pour propulsion nucléaire thermique. Donc en gros, c'est le système où vous avez le réacteur dans lequel vous faites passer directement le carburant. Vous voyez que l'impulsion spécifique est au minimum de 800 secondes. Minimum. Ça signifie qu'au minimum, un réacteur nucléaire est 2 fois plus efficace qu'un moteur chimique. C'est-à-dire que pour la même quantité de carburant, votre réacteur nucléaire sera capable de fournir 2 fois plus de vitesse. Donc votre véhicule devient 2 fois plus manœuvrant. Bon, aujourd'hui, l'écrasante majorité des satellites fonctionnent avec des moteurs à carburant chimique, c'est-à-dire qu'ils sont peu efficaces, avec des poussées raisonnables, mais à terme, en partie grâce à cette technologie de propulsion nucléaire, les systèmes spatiaux, les satellites dédiés aux opérations spatiales, eh bien, vont avoir un système de propulsion qui va être optimisé en fonction de leur mission. Donc, par exemple, si vous voulez un satellite militaire dont l'objectif est de faire des manœuvres plutôt ambiguës, de manœuvrer plutôt discrètement,
vaut mieux que vous choisissiez un moteur très efficace, mais qui pousse pas beaucoup. Pourquoi? Parce que votre satellite va pouvoir manœuvrer imperceptiblement, continuer de pousser sans être détecté. Et même s'il est détecté, eh bien, de l'extérieur, il ne bouge pas, alors qu'en réalité, il est en train de manœuvrer, il est en train de changer son orbite. Si au contraire, vous voulez des satellites qui sont plutôt offensifs, là, il vaudra mieux des moteurs qui soient dotés tout simplement de statistiques plus équilibrées, c'est-à-dire qui se rapprocheraient plus de ce qu'on peut fournir avec un système nucléaire thermique. Donc, tout ça pour répondre à 3 exigences. D'abord, c'est que votre satellite militaire doit être capable de générer l'énergie électrique suffisante pour alimenter ses équipements ou ses armes, qui sont potentiellement très énergivores. La deuxième exigence, c'est d'être capable, il faut que votre satellite soit capable de se protéger. Et la troisième exigence, c'est qu'il soit capable de suivre des cibles ou de fuir de potentielles menaces. Eh bien, à ce titre, du coup, l'emploi des sources d'énergie nucléaire pour les futurs satellites, eh bien, vous voyez que c'est une piste prospective qui est majeure, parce qu'elle autorise à la fois des accélérations qui sont au moins 2 fois plus efficaces que les meilleurs moteurs actuels, sur des durées variables, bien sûr, mais avec surtout un poids qui est contenu. Et ceci, soit en produisant de l'électricité requise, du coup, le réacteur nucléaire, ça va produire l'électricité pour avoir cette fameuse accélération lente mais continue, soit un réacteur chauffe directement le carburant pour avoir cette efficacité et cette poussée rapide. Merci beaucoup pour cette réponse voilà, à la fois technique et précise. Alors la deuxième question, ça serait quel est l'état de cette technologie à travers le monde voilà, donc à l'heure actuelle, parce que c'est vrai que propulsion nucléaire, si je ne me trompe pas, c'est d'ailleurs un article que tu avais fait sur la fusée Nerva donc, dans le programme post-Apollo des États-Unis. Donc, historiquement, qu'est-ce que c'est que cette technologie et quel est son état actuel pour qu'on en parle actuellement en fait? Mmh. Oui, alors effectivement, et de toute façon, on aura l'occasion un petit peu d'y revenir, c'est quelque chose qui est étudié de longue date. Le moteur Nerva, c'était le projet Rover qui a commencé en 1955, ça s'est terminé en 1973. Donc, ce sont des recherches qui ont duré assez longtemps. Il y a même eu des tests de plusieurs prototypes. Les soviétiques ont également testé plusieurs prototypes. Cependant, en fait, si ça n'a jamais été déployé, c'est parce que d'une part, la technologie des fusées à l'époque était peut-être moins fiable que celle d'aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que en termes de risque pour l'environnement et en termes de risque pour les opinions publiques, c'était quelque chose qui, pour l'instant, enfin, en quelque sorte, le risque prime ne valait pas le résultat potentiel. Le besoin n'était pas forcément là, et le risque, du coup, n'en valait pas la peine. Aujourd'hui, le contexte a un petit peu changé. Euh, je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer justement par les projets américains. Voilà. Euh, le contexte aujourd'hui a un petit peu changé. Déjà parce qu'il y a un tabou qui a été, je dirais, peut-être un petit peu brisé au cours des dernières années sur l'action directe dans l'espace. Et du coup, ça fait que le besoin de systèmes manœuvrants revient. Il y a également un retour des dynamiques de compétition, notamment vers la Lune, qui fait qu'on va avoir besoin de transporter des charges de plus en plus massives vers la Lune, et donc on a besoin de moteurs de plus en plus efficaces, tout simplement parce que si un moteur est plus efficace, il a besoin de moins de carburant, donc le système que vous envoyez dans l'espace est moins lourd, et donc c'est moins coûteux, parce que chaque kilogramme coûte des milliers de dollars à placer sur orbite. Donc, on commence à voir l'intérêt repointer le bout de son nez, et ça a notamment commencé le 16 décembre 2020 avec Donald Trump aux États-Unis qui signe la Space Policy Directive 6 et qui en fait définit un petit peu le cadre de la stratégie américaine pour la prochaine décennie en matière de propulsion nucléaire. Donc c'est d'abord une feuille de route qui prévoit en fait la reconstitution des capacités de traitement du combustible nucléaire nécessaires aux systèmes spatiaux, pour à peu près l'horizon milieu de la décennie. Euh, Comme c'était quelque chose qui avait été étudié par le passé et qui a été abandonné, maintenant, en fait, il faut reconstruire aussi un petit peu la base industrielle. Donc, en quelque sorte, on repart un peu de zéro.
La deuxième chose, c'est la directive prévoit en fait l'essai d'un système d'alimentation nucléaire euh, pour alimenter une petite base de surface, un petit avant-poste lunaire, d'ici 2030. Et c'est allé assez vite, hein, parce qu'en 2021, vous avez la DARPA, la Defense Advanced Research Project Agency, qui a lancé un programme qui s'appelle DRACO, pour Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations. En gros, l'idée de ce programme, c'est de développer un démonstrateur de moteur nucléaire spatial thermique. Vous en voyez d'ailleurs une image là à gauche. À droite, c'est un réacteur nucléaire qui pourrait être déployé sur la Lune à la surface pour alimenter une base lunaire. Donc, ce moteur Draco, dans un premier temps, ça sera un démonstrateur dont l'objectif est le placement en orbite en 2027. Il faut savoir qu'en fait, il y a eu une répartition des rôles qui s'est faite entre la NASA, qui elle conçoit, enfin pilote la conception du réacteur. Quant à la DARPA, elle fixe les cahiers des charges et les critères, on va dire, environnementaux et normatifs. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici que, en fait, finalement, autant la conception est assez civile et mobilise des entreprises, autant pour tout ce qui est cahier des charges, en fait, ça va essentiellement être le ministère, le département de la Défense qui va piloter. Donc on est sur une technologie qui est ouvertement duale, avec tout ce que cela peut impliquer pour les opérations spatiales. Et pour aller un petit peu dans ce sens, le 21 janvier 2021, pardon, il y a un décret qui a été publié et qui justement crée cet espace de coopération entre le département de la Défense et la NASA, et qui se centre en fait tout simplement sur les applications militaires de technologie nucléaire spatiale. Et ça comprend notamment la démonstration d'un micro-réacteur euh, capable de produire à peu près 10 mégawatts. Voilà, donc on sera à peu près sur l'équivalent d'un SMR pour les applications spatiales. Il faut savoir que les États-Unis ne sont pas seuls à avoir des projets. Vous avez également la Russie. La Russie, pareil, en 2020, le 17 septembre, a présenté les images d'une maquette, hein, c'est-à-dire une maquette d'ingénieur, donc voilà, pour apprendre à manipuler le matériel, apprendre tout simplement entrer dans une nouvelle phase de conception, d'un module. Vous voyez d'ailleurs sur les images qu'il est assez massif, hein. On parle de quelque chose qui fera à peu près la taille d'un autobus en replié et qui serait un peu plus long en déplié. Et là, en gros, c'est un réacteur nucléaire qui alimente un moteur électrique. Donc là, on est plus sur une solution, autant sur Draco, on est sur une solution où le but, c'est de fournir des poussées efficaces, mais plutôt courtes. Autant là, c'est très efficace et plutôt très long, avec la possibilité de faire des missions interplanétaires, ou peut-être tout simplement de remorquer des charges utiles en orbite. Le module est conçu par KB Arsenal, qui a déjà conçu plusieurs satellites russes à énergie nucléaire dans les années 60. Évidemment, il y a aussi la Chine qui a développé. Alors attendez, je regarde juste. Ok. La Chine a également ses propres projets. Alors je n'ai pas d'image à vous montrer là. Retenez simplement que la Chine a également son propre programme nucléaire spatial. Pareil, elle suit un peu le même schéma que les Américains, hein, avec d'abord une feuille de route en 2017 qui prévoit des navettes à propulsion nucléaire autour de 2040. Ce qui est intéressant ici, c'est que la décennie 2040, ça correspond à peu près à celle qui est envisagée pour les vols par la Chine, pour les vols habités vers Mars. Donc, vous voyez, on est sur une stratégie qui est plutôt de long terme. Dès août 2022, le ministère chinois des Sciences et des Technologies a autorisé le développement d'un réacteur d'une puissance de 1 MW. Alors pour vous donner une idée, hein, 1 MW, c'est 10 fois l'énergie fournie par tous les panneaux solaires de la Station spatiale internationale. Donc on est vraiment pour des usages qui sont intensifs, longs, euh, et on est sur des échelles de puissance qui sont plutôt importantes. Et puis enfin, il y a l'Europe, où on en parle un petit peu moins, mais qui quand même, où l'idée commence à faire son chemin. Les Français, avec leur longue histoire euh, et leur puissante implantation de leur industrie nucléaire,
sont associés aux Américains dans le programme Draco pour fournir certains éléments du combustible. Les Anglais travaillent pareil sur un petit réacteur pour déposer sur la Lune. Et l'ESA a fait un appel d'offres en septembre 2022 pour des moteurs, soit d'une part un remorqueur nucléaire électrique, c'est-à-dire où le réacteur alimente ces fameux moteurs ultra efficaces, ou soit un moteur thermique, voilà, nucléaire thermique. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire, ce que je pourrais dire peut-être pour faire un tour d'horizon, voilà, tout simplement, de la technologie à travers le monde. Oui, merci beaucoup parce que ça permet de voir que ça, qu'il y a un engouement international en fait pour cette technologie. Et donc la question suivante qu'on pourrait te poser, c'est qu'est-ce que ça va changer en fait pour les opérations militaires spatiales, l'utilisation donc de cette nouvelle technologie, enfin nouvelle et pas nouvelle, mais Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Euh, ça va changer beaucoup de choses. La première chose, c'est que l'avantage des réacteurs nucléaires par rapport à un équivalent, on va dire, panneau solaire, c'est qu'en fait, les réacteurs nucléaires sont assez compacts. euh, Ce sont des sources d'énergie qui sont denses, qui sont légères et en même temps qui sont beaucoup plus durables. Et finalement, en plus, qui fournissent bien plus d'énergie que les panneaux solaires. Donc pour un atout spatial militaire, s'il devait utiliser, s'il devait fournir la même quantité d'électricité avec des panneaux solaires, ces panneaux solaires seraient extrêmement vastes. Or, les panneaux solaires, ça renvoie beaucoup la lumière, c'est très détectable depuis la Terre. Donc en fait, tout simplement, rien qu'en termes on va dire, de taille des atouts spatiaux, ça permet des atouts spatiaux qui sont plus petits, qui peuvent fournir plus d'énergie et qui peuvent durer plus longtemps et qui sont moins vulnérables. La deuxième chose, bon, j'ai expliqué un petit peu au niveau, ce que ça, au niveau de la physique, hein. Vous voyez cette histoire de manœuvre, on a compris pourquoi ça pouvait manœuvrer plus, parce que c'est efficace, etc. Et ben rien que ça fait que on va désormais pouvoir faire des manœuvres spatiales qui sont sur beaucoup plus court préavis. Donc vous pouvez très bien imaginer un satellite intercepteur, par exemple. D'ailleurs, en 2021, vous aviez le commandant Nathan Greiner, qui est chef du programme Draco aux États-Unis, et qui résumait ainsi l'intérêt de Draco pour les opérations de défense. Manœuvrer rapidement dans le milieu spatial a toujours été un défi, car les systèmes actuels de propulsion spatiale électrique et chimique présentent respectivement des inconvénients en termes de rapport poids-poussée et d'efficacité propulsive. Tout simplement, soit parce que pour l'instant, soit vous avez le choix entre des moteurs qui sont peu efficaces et qui poussent très fort, mais comme ils sont peu efficaces, ils consomment énormément de carburant et au final, ça entame la durée de vie de vos atouts. Soit ce sont des moteurs qui sont très efficaces, mais qui par contre nécessitent une anticipation colossale pour faire les manœuvres. Voilà. Et donc ça va permettre de mieux gérer finalement ce facteur temps et ce facteur énergie dans les opérations spatiales. Au-delà, évidemment, de cette capacité de manœuvre, déjà, évidemment, ça permet aussi aux atouts militaires d'aller beaucoup plus loin dans l'espace. C'est-à-dire que pour l'instant, les opérations militaires spatiales s'étendent, on va dire, jusqu'aux orbites très hautes, jusqu'aux orbites géostationnaires. Là, on pourrait étendre les opérations euh, jusqu'à l'orbite cislunaire. Et d'ailleurs, il y a déjà la DARPA et le département de la défense américain travaillent déjà sur un satellite militaire dont l'objectif est de patrouiller les orbites autour de la Lune. Donc, si vous combinez les deux technologies, vous obtenez un atout qui est vraiment extrêmement puissant. Au-delà de ça, ça permet d'alimenter aussi des charges utiles qui sont beaucoup plus consommatrices d'énergie. Donc, notamment, je pense notamment par exemple à des lasers. Les lasers, ce sont des armes spatiales évidemment, mais par contre, ce sont des moyens qui sont ce sont des armes qui sont extrêmement consommatrices d'énergie. Et les panneaux solaires ne sont pas forcément adaptés à ça. Autre intérêt, ce que ça va changer aussi, c'est au niveau des opérations de surface sur la Lune. Vous savez que les Américains, avec le programme Artemis, travaillent activement sur le retour de l'homme sur la Lune. La particularité de la Lune, c'est que le cycle jour-nuit dure 28 jours. C'est-à-dire que vous avez chaque journée, entre guillemets, dure 14 jours terrestres, et chaque nuit dure 14 jours terrestres. Donc ça fait que vous devez durer 14 jours pendant lesquels vous ne pouvez pas recharger vos batteries avec des panneaux solaires.
Donc là, le réacteur nucléaire a un intérêt qui est assez évident. Et d'ailleurs, ce besoin de fournir de l'électricité dans des conditions où l'énergie solaire est indisponible, bah, ça a été identifié par la NASA il y a très longtemps. Ça fait déjà quasiment une décennie que la NASA travaille sur ce qu'on appelle le Fission Surface Power. Donc en fait, c'est de concevoir tout simplement un réacteur qui puisse être emporté à la surface de la Lune. Euh, C'était le programme Kilopower qui a été lancé en 2017 et qui a permis de démontrer la faisabilité d'un réacteur de 150 kW. Voilà. Et donc, il a passé avec succès en mai 2018 cette première phase. Et donc maintenant, la prochaine étape, c'est d'ici 2025, un réacteur qui, lui, sera capable de fournir 10 kW pendant 10 ans sans aucune maintenance, avec le moins de parties mobiles possible, tout simplement bah, pour être extrêmement fiable, sécurisé euh, et durable, tout simplement pour les opérations sur la Lune. Voilà, là déjà, avec ça, en fait, on prend conscience de l'extension capacitaire euh, que la propulsion nucléaire, enfin que l'énergie nucléaire dans l'espace peut fournir. Éteint. Oui, voilà, merci beaucoup. Là, on comprend bien pourquoi tu parles là, de révolution capacitaire donc, à venir. Mais la question ensuite qui découle de ce que tu viens de présenter, c'est une question que tu as déjà évoquée, c'est celle de l'acceptabilité en fait de cette technologie, des risques environnementaux, mais aussi enfin, des risques juridiques. euh, qu'elle revêt. Bah, je pense par exemple, alors tu me diras peut-être que je dis des bêtises, mais le satellite soviétique Cosmos 954 qui s'était écrasé au Canada en 78, est-ce que Et absolument. c'était bien un satellite avec de la propulsion nucléaire? C'était ça déjà? Hmm. Alors, en fait, alors pour être exact, il n'était pas à propulsion nucléaire, mais par contre, effectivement, il se servait d'un réacteur nucléaire pour son alimentation électrique. D'accord. Effectivement, il a fait ce qu'on appelle une rare, c'est-à-dire une rentrée atmosphérique à risque. Donc, il est rentré dans l'atmosphère, il s'est désintégré au-dessus du territoire du Canada. Et si ma mémoire est bonne, d'ailleurs, l'Union soviétique avait dû prendre à sa charge la dépollution d'une assez grande surface, hein, quand même, parce que forcément, c'est très étendu. Euh, et donc, la dépollution du sol, la récupération des débris. Et donc, effectivement, ça fait partie des risques. Et de manière plus générale, euh, effectivement, il y a la gestion de ce risque environnemental, et qui aujourd'hui, en réalité, est le principal obstacle, je dirais, en termes de relations publiques au déploiement de cette technologie. Et en fait, en réalité, il y a aussi, c'est étroitement lié aussi à la question de la prolifération nucléaire dans l'espace, du point de vue juridique. Euh, En réalité, aujourd'hui, avec nos technologies actuelles, on peut faire des réacteurs qui sont véritablement très sûrs. Par exemple, le moteur Draco, son cœur ne sera véritablement radioactif qu'une fois qu'il aura été allumé pour la première fois. Or, comme il n'est pas prévu de l'allumer dans l'atmosphère, ça veut dire qu'en fait, il va véritablement devenir radioactif et présenter un vrai risque, une vraie activation, que une fois qu'il sera sur orbite. Bon, bien sûr, ça ne veut pas dire que si la fusée explose au décollage, il ne va pas y avoir de pollution. Néanmoins, les réacteurs aujourd'hui, on peut imaginer par exemple enfermer les barres de combustible dans des barres de céramique qui les rendraient beaucoup plus résistantes aux explosions. Donc même si le réacteur en lui-même euh, n'est pas forcément détruit, on peut faire en sorte que les éléments de combustible, eux, restent aussi intacts que possible, et donc que ça limite la diffusion de poussière, que ça limite les débris, que les barres de combustible puissent être récupérées facilement. La deuxième chose, il faut savoir quand même que cette gestion du risque, bon, du coup, on pourrait presque dire que c'est presque plus un problème de relations publiques que d'ingénierie. D'ailleurs, en 97, la sonde spatiale Cassini avait à son bord un RTG. Donc, souvenez-vous, ce sont ces petits blocs de plutonium. Ce ne sont pas des réacteurs, hein, ils se comptent juste, c'est un bloc de plutonium pour fournir de la chaleur et du coup s'en servir pour produire de l'électricité. Et ben, même ça a provoqué déjà des manifestations devant Cap Kennedy juste avant le lancement. Bon,
il est certain que quand les développements de spatiaux actuels nucléaires quitteront les planches à dessin, et ben, la gestion de la relation avec les différentes composantes de la société civile, ça va vraiment être un sujet central dans la politique spatiale. Alors de ce point de vue-là, les États-Unis ont une certaine avance parce qu'ils ont quand même les autorités fédérales s'impliquent énormément dans, on va dire, dans l'entretien et la communication, la mobilisation de la passion populaire autour de l'espace. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, l'US Space Force, quand elle a été créée, elle a été aussi créée dans un but bureaucratique, c'est-à-dire qu'il fallait essayer de centraliser au sein d'une seule et même autorité les efforts de promotion de l'espace pour après s'engager du coup de manière centralisée dans toutes les luttes politiques qui sont nécessaires pour l'acceptabilité de certains programmes. Au passage aussi, le fait comme ça que le ministère de la Défense américain s'investisse énormément dans cette technologie, ça permet aussi de dériver une partie des budgets. Je m'explique par là. Il est beaucoup plus facile au Congrès de voter une rallonge au budget de la défense américain que de voter une rallonge au budget de la NASA. D'ailleurs, le budget de la NASA, c'est 23 milliards de dollars par an, et le budget du département de la défense américain, on est plutôt autour de 700 milliards par an. Donc, en fait, on est en train d'observer, et c'est notamment visible dans le domaine nucléaire, une sorte de balance, en fait, d'implication grandissante, de martialisation de l'espace, on pourrait presque dire, l'implication grandissante des militaires euh, dans ces programmes-là. Et en même temps, c'est aussi un petit peu logique, hein, le nucléaire, historiquement, c'est assez régalien, et donc il est assez logique que ce soit l'armée qui s'en occupe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il faudra que la technologie s'adapte aux exigences du politique. Et d'ailleurs, elle le fait déjà. C'est-à-dire que la politique, ici, va conditionner certaines performances d'un moteur nucléaire. Par exemple, la question des orbites sur lesquelles on va placer le réacteur. Draco sera placé sur une orbite assez elliptique qui ira entre 700 km d'altitude et 200 km. Pour vous donner une idée, la station spatiale a une orbite autour de 450. Donc on est sur une orbite très haute. Et cette orbite très haute, bah, tout simplement, c'est pour éviter qu'en cas de souci, le réacteur ne retombe dans l'atmosphère et refasse une catastrophe de type Cosmos. De la même manière, dans les années 90, lorsque le président George Bush père avait lancé la Space Exploration Initiative, les Américains avaient relancé les études sur la propulsion nucléaire déjà. Et les rapports d'ingénierie proposent généralement une orbite pareille, assez elliptique, autour de 400 km. Donc, même si ce positionnement, c'est bien plus coûteux à atteindre, parce que forcément, plus une orbite est haute, plus vous avez besoin de carburant, plus c'est coûteux, eh ben, on est prêt à payer le prix, en quelque sorte, de la sécurité. Voilà. Il y a aussi une autre condition qui est très importante, et là on en arrive enfin à la problématique de la prolifération nucléaire, c'est sur le degré d'enrichissement du combustible pour les cœurs de réacteurs. Dans les années 60, on n'avait aucun scrupule à faire des réacteurs avec de l'uranium hautement enrichi, c'est-à-dire enrichi au-delà de 20%. Donc, l'idée, c'était que, en fait, en réalité, le réacteur est plus performant avec de l'uranium hautement enrichi. Le problème, c'est que l'uranium hautement enrichi, c'est aussi le même matériau dont vous avez besoin pour faire des bombes. Et donc, ça pose des problèmes légaux, des problèmes de sécurité. Donc aujourd'hui, quasiment l'écrasante majorité des réacteurs nucléaires dans l'espace prévoit d'utiliser de l'uranium faiblement enrichi, autour entre 2 et 20%. Les performances, du coup, sont moindres, mais là encore, eh ben, on fait le compromis au nom de la sécurité. Euh, bon, et voilà, donc les raisons politiques et techniques euh, sont assez nombreuses, ce type de choix. Euh, et généralement, comment dire, on considère que les exigences de sécurité doivent être plus élevées pour les cœurs à uranium hautement enrichi que pour les cœurs à uranium faiblement enrichi. Donc, il y a une sorte ça demande aussi, par contre, en quelque sorte, une balance industrielle.
Bon, dans la mesure où les technologies spatiales nucléaires euh, sont un objectif commun à la fois aux programmes spatiaux américains, russes et chinois, euh, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une sorte à ce que ces trois pays fassent des choix techniques assez similaires. Bien que tous ces pays n'aient pas exactement les mêmes exigences en termes d'opinion publique, je pense que notamment, par exemple, c'est simple, hein, mais la Russie et la Chine n'ont pas vraiment à se poser la question de l'acceptabilité d'un lancement radiologique par leur population. Néanmoins, on peut s'attendre à ce que le droit international finisse par s'emparer de la question, d'autant que les usages duaux de ces développements ne manquent pas, et ça ne manquera pas non plus de stimuler un besoin, on va dire, généralisé d'encadrement juridique. Voilà. Je crois qu'on ne t'entend pas, Lise. Ton micro est coupé. Pardon. Oui, Est-ce que c'est bon, tu nous pardon. entends? Oui, Oui, c'est pardon. bon, pardon, j'avais coupé. Oui, non, oui, j'étais en train de dire que c'était intéressant ce que tu avais dit sur la façon dont la technologie doit s'adapter aux exigences politiques qui sont propres à chaque État. Et c'est pour ça comme dernière question, la question qu'on s'était posée, c'est celle de, enfin, des différents types de réacteurs qui sont enfin, étudiés aujourd'hui et quelles possibilités d'exploration spatiale ou d'utilisation ils offrent et aussi et voilà et quelles sont leurs perspectives d'évolution. Ouais. Alors effectivement, bon, vous l'avez compris, pour l'instant, il n'y a pas eu de démonstrateur technologique qui a été placé en orbite. Je pense que ça devrait arriver avant la décennie 2030. Néanmoins, il va y avoir quand même, à mon avis, un phénomène d'évolution de la technologie. En tout cas, c'est pas les pistes qui manquent. Et la première évolution qui est possible, c'est au niveau des carburants qui vont être utilisés. Parce que suivant l'usage que vous faites de votre atout spatial, vous pouvez avoir besoin euh, que votre atout soit plus ou moins discret, donc plus ou moins massif, et donc plus ou moins volumineux. Et l'une des possibilités pour diminuer le volume d'un atout spatial, c'est de faire en sorte qu'il utilise un carburant plus dense. Parce qu'actuellement, la plupart des réacteurs nucléaires prévoient d'utiliser de l'hydrogène liquide. Le problème de l'hydrogène liquide, c'est que même si c'est à très haute performance, ça prend beaucoup de place. Donc, cela fait que pour une quantité de carburant donnée et une performance visée, vous allez avoir des vaisseaux qui sont assez volumineux. Donc, l'idée, ce serait d'utiliser des fluides propulsifs qui sont beaucoup plus denses. Voilà. Donc, par exemple, pour un objet, on va dire pour un vaisseau dont les objectifs seraient plutôt militaires, on pourrait par exemple envisager d'utiliser du méthane. C'est le même carburant actuellement qu'utilise SpaceX pour le Starship. C'est également un carburant euh, qui peut avoir l'avantage de la réutilisation. C'est un peu plus compliqué que ça dans le nucléaire, mais c'est un carburant qui est très populaire aujourd'hui dans l'industrie spatiale. L'ammoniac aussi est assez intéressant. Le problème, c'est que à chaque fois que vous faites un carburant de plus en plus dense, en fait, il est aussi de plus en plus difficile à accélérer. Et au final, certes, vous avez un carburant qui est plus dense et un vaisseau qui est plus petit, mais par contre, l'efficacité de votre moteur tend à diminuer aussi. Donc, il va falloir trouver le meilleur compromis. Vous voyez là, l'eau, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, vous voyez sur le tableau, hein, sont également envisageables, mais en réalité, vous voyez bien que leur performance, en fait, ça ne les rend absolument pas compétitifs par rapport à des systèmes de propulsion chimique. Ensuite, en termes de type de réacteur, euh, y a, on peut faire bien plus performant que les réacteurs à cœur solide qui sont aujourd'hui envisagés. De manière générale, c'est évidemment simplifié, mais retenez que plus votre réacteur va chauffer, plus il va pouvoir chauffer forcément le carburant, et donc plus il va être efficace. Donc, immédiatement, dès qu'on a commencé à envisager des réacteurs nucléaires dans les années 60, on a commencé à envisager des manières pour rendre le cœur plus chaud.
mais plus efficace. On a vu la technologie des cœurs solides. Là, c'est ce que vous voyez là ici à l'écran à gauche en noir et blanc, c'est le plan du réacteur Nerva. Donc en fait, c'est tout simplement un réacteur nucléaire solide hein, avec des tubes dans lesquels vous faites passer votre carburant. C'est la technologie la plus mature aujourd'hui. Le problème, c'est que ça ne maximise pas les échanges thermiques entre le carburant et le réacteur. Donc du coup, une des manières d'augmenter cet échange, c'est ce qu'on appelle le lit galet en rotation. Imaginez que le cœur de votre réacteur est une sorte de tambour, un petit peu comme un tambour de machine à laver, qui se fait en rotation extrêmement rapide, plusieurs milliers de tours par minute. Et à l'intérieur de ce tambour, ce n'est pas un bloc d'uranium, mais le combustible est sous forme plutôt de petits galets ou de petites poussières. Comme le tambour est en rotation, les poussières sont collées sur le bord euh, du tambour, et à partir de là, vous pouvez injecter le carburant. Comme les galets sont très fins, ça maximise les échanges thermiques et donc le moteur gagne en efficacité. Donc vous voyez un moteur solide, voilà sur le tableau, hein, vous voyez là, on peut aller de 800 à 1200 secondes avec un lit de boulet en rotation, euh, on arrive à 1000 secondes. Il faut savoir qu'en fait là, je vais vous faire un petit panorama des types de réacteurs et on va aller crescendo plus de crescendo de l'uranium entre guillemets le plus froid, sachant que l'uranium froid entre guillemets c'est quand même 2600 degrés, et on va aller vraiment jusqu'à l'extrême. Évidemment, gardez à l'esprit aussi que plus vous allez monter en température, plus les contraintes à l'intérieur du moteur vont être colossales, et plus bah, le moteur va être complexe, plus il va être lourd. Euh, et donc là, on n'en est qu'au début de la complexité. Le moteur à ligue galet là, en rotation, pour l'anecdote, il a été beaucoup étudié dans le cadre de l'initiative de défense stratégique de Ronald Reagan, lancée en 83. Le réacteur s'appelait Timberwind, et l'idée c'était que en fait, vous aviez des intercepteurs antimissiles propulsés par ce type de réacteur. Le projet a été assez rapidement abandonné, parce que là, pour le coup, même si on est au bord de la guerre nucléaire, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire exploser des réacteurs dans l'atmosphère? Ça se discute. L'idée étant que, voilà, après, ce genre de recherche a quand même un petit peu inspiré, irrigué plein d'autres recherches futures. Une autre solution pour maximiser vraiment les performances d'un réacteur solide, ce serait de faire un hybride, c'est-à-dire que vous avez le carburant qui est chauffé par un réacteur solide, exactement comme Nerva, sauf qu'après, en plus, vous mettez un propulseur électrique à l'arrière pour l'accélérer encore plus et tirer encore plus et avoir une propulsion encore plus efficace. Le problème, c'est que là aussi, ça demande une meilleure gestion thermique, plus grande complexité. Mais c'est pas tout. On continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on veut être encore plus efficace et qu'on veut chauffer? Bon, il faut chauffer encore plus l'uranium. Et du coup, jusqu'où on peut aller? Eh ben, l'uranium, on peut le chauffer jusqu'à ce qu'il commence un petit peu à fondre. Donc là, on rentre dans le domaine des cœurs colloïdes et des cœurs liquides. Imaginez que l'uranium est tellement chauffé qu'il se comporte, alors dans le cas de la colloïde, l'uranium est une sorte de forme de boue, en quelque sorte, et liquide, il est carrément liquide comme de l'eau, tout simplement. À chaque fois, là encore, si vous voulez euh, garder votre uranium à l'intérieur du corps, il faut que ce soit à l'intérieur d'un cylindre en rotation. Le problème étant avec ce type de réacteur, c'est que du coup, vous êtes obligé d'injecter votre carburant à l'intérieur de l'uranium liquide, ce qui fait que c'est pas forcément homogène. Et puis surtout, le liquide peut se comporter un petit peu difficilement quand votre réacteur est en fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a la poussée, donc le liquide peut avoir tendance à se plaquer au fond du réacteur. Bref, ça commence à être assez compliqué, à moins d'augmenter la vitesse de rotation du tambour intérieur, mais du coup, ça fait encore plus de complexité. Bref, et puis surtout, détail qui a son importance, le système n'est pas parfait. Donc ça veut dire que votre réacteur, à l'arrière, va expulser aussi une partie de son uranium. L'uranium que vous allez devoir recharger. Et en termes de pollution spatiale, c'est pas top. Mais on peut faire encore plus chaud pour tirer encore plus d'énergie du réacteur. Là, on rentre dans le domaine des cœurs gouttelettes et vapeur.
Là, cette fois-ci, vous voyez que maintenant, l'uranium approche la température de 5000 à 6000 degrés. En gros, l'uranium, là, à ce stade, est à peu près à la même température que la surface du Soleil. Dans le cœur à gouttelettes, il faut imaginer une sorte de douche d'uranium et d'hydrogène sous forme liquide. Le tout est aspiré dans une sorte de vortex pour essayer d'éviter justement qu'une partie de l'uranium s'échappe du cœur. C'est effroyablement complexe à mettre au point et comme vous pouvez le voir niveau performance, en fait, à chaque fois, ce sont des améliorations qui sont assez marginales. Du coup, en réalité, ce genre de concept est intéressant, mais je ne leur prédis pas un grand avenir. Dans le cadre du cœur vapeur, l'uranium là est sous forme de vapeur comme son nom l'indique, et vous voyez que l'impulsion spécifique n'est que de 1000 secondes. Donc on est à peine mieux qu'un cœur solide. Donc là encore, on peut se poser la question de ça sert finalement. Et enfin, le stade ultime du réacteur nucléaire, c'est le cœur gazeux. Donc à ce stade, l'uranium est chauffé à des températures qui se comptent en dizaines de milliers de degrés. Il est sous forme limite de plasma, et le problème, c'est que là, vous du coup, qui est sous la forme d'un nuage de gaz. Et toute la difficulté, ça va être d'essayer de faire en sorte que l'hydrogène et l'uranium gazeux se touchent pour se chauffer, sans qu'après, à la sortie du réacteur, euh, les deux soient éjectés. C'est-à-dire qu'il faut que les deux soient mélangés à l'intérieur du réacteur, mais à la sortie du réacteur, il faut qu'il y ait uniquement l'hydrogène qui sorte. Et donc là, ça demande de puissants champs magnétiques euh, qui pèsent extrêmement lourd, qui sont extrêmement énergivores. Et pour vous donner une idée, là, un réacteur à cœur gazeux, on est sur des réacteurs qui pèseraient 500 tonnes à eux seuls. 500 tonnes, c'est le poids de la Station spatiale internationale. Et on parle bien juste du moteur du vaisseau, on ne parle pas du carburant et de sa charge utile. Pour éviter l'inconvénient de l'expulsion de gaz d'uranium à l'extérieur du réacteur, on a pensé à faire un cœur fermé. Sauf que le problème, c'est que si vous fermez le cœur du réacteur, vous êtes obligé à un moment de limiter les échanges thermiques, si bien qu'en fait, votre efficacité qui, avec un cœur ouvert, est autour de 3000 à 7000 secondes, et ben la plonge à 2000 secondes. Sans plus, dans cette sorte d'ampoule nucléaire, en fait, l'uranium est tellement chauffé qu'il rayonne essentiellement dans le domaine euh, des rayons X. Et donc, ce qui fait que l'hydrogène étant transparent à ce rayonnement, potentiellement, l'hydrogène n'est pas chauffé directement. Ça veut dire que vous devez intégrer, mélanger l'hydrogène à des microparticules qui, elles, vont absorber la chaleur pour chauffer l'hydrogène. Donc, à la fin, vous vous retrouvez avec des systèmes qui sont extrêmement coûteux, extrêmement lourds. C'est pour ça que même si les performances sont intéressantes, en réalité, en termes de développement, on dépasse un petit peu, je dirais, le cadre du raisonnable. Et si je devais conclure là-dessus, je dirais que le cœur solide, il n'y a pas de problème. Le cœur à nid de boulet, c'est une piste prospective d'évolution qui est, à mon avis, possible, ou en tout cas intéressante, qui est encore viable. Moteur hybride, éventuellement. Par contre, après, dès qu'on rentre dans le domaine des cœurs liquides, gazeux, etc., la complexité, à mon humble avis, ne vaut pas le coup. Voilà, tout simplement. Voilà ce que je pouvais dire pour vous faire une sorte de tour d'horizon un petit peu de ce qu'on pouvait imaginer euh, en termes de réacteurs nucléaires. Bah, merci beaucoup, Amaury. Donc, en conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que bah, merci beaucoup pour ton étude qui est prospective, mais qui a bien montré que la question de la propulsion nucléaire, c'est une question qui est, on va dire, ancienne dans l'histoire spatiale. Avec, tu nous as bien rappelé donc tous les enjeux euh, passés et actuels, donc à la fois technologiques, politiques, avec une concurrence voilà, entre les États-Unis, la Russie, la Chine et aussi l'Europe actuellement aussi les possibilités qu'ouvre cette technologie pour les opérations militaires. Et évidemment, tu nous as rappelé aussi
les enjeux, heu, voilà, que cette technologie pose, voilà pour son enfin et de son acceptabilité en fait, les risques environnementaux qu'elle fait courir et voilà la question, voilà du juridique qu'elle pose. Est-ce qu'on va vers une évolution du droit international qui pourra prendre en compte cette technologie à partir du moment où elle sera utilisée? Donc tu disais plutôt dans les années 2030, 2040. Là, c'est des questions qui restent ouvertes et donc ça me permet là de justement d'ouvrir, la parole, enfin d'ouvrir, je sais pas si ça se dit, oui voilà de enfin si vous voulez si le public veut poser des questions, vous pouvez les poser, à voix haute ou, dans le chat et bah, Maurice se fera un plaisir d'y répondre. Oui, et d'ailleurs, je crois que on a déjà une question qui a été posée. Serait-il possible d'utiliser des moteurs à propulsion hybride, c'est-à-dire avec différents combustibles? J'imagine qu'il s'agirait d'utiliser des moteurs, par exemple, qui soient à la fois chimiques et nucléaires, je suppose. Il faut savoir que ça a été envisagé, y compris d'ailleurs dans le cadre du projet Timberwind, le fameux intercepteur missile balistique à propulsion nucléaire. Euh, L'idée, en fait, là, ici, ce serait que le... effectivement, avec les réacteurs nucléaires, vous pouvez avoir une propulsion qui est beaucoup plus efficace avec une poussée qui est raisonnable. Mais ce n'est pas une poussée qui est équivalente à celle d'un propulseur chimique. Donc, pour augmenter la poussée, il existe différentes façons, y compris, par exemple, d'injecter, par exemple, de l'ammoniac, hein, un petit peu comme une sorte de système de post-combustion pour des moteurs nucléaires. Donc, vous auriez le réacteur nucléaire qui chauffe le combustible, probablement de l'hydrogène, et après, en post-combustion, vous pouvez injecter soit de l'oxygène, soit par exemple de l'ammoniac. Euh, L'avantage, c'est que vous allez pouvoir augmenter la poussée. Donc vous allez avoir une poussée qui va être bien plus élevée, peut-être même équivalente à celle d'un propulseur chimique. Par contre, l'efficacité, à chaque fois, tout ce que vous gagnez en poussée, vous allez le perdre en efficacité. Donc, voilà, après, je dirais que c'est un petit peu comme les avions. On en arrive à une sorte de compromis, un petit peu comme les avions de chasse. Ils peuvent mettre la post-combustion pour faire une interception. Par contre, ça va entamer leur réserve de carburant euh, et ça va diminuer leur rayon d'action. Et bien là, c'est un petit peu le même système. Voilà, et donc ce système de post-combustion, effectivement, ça serait pour de l'ammoniac ou de l'oxygène. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions dans le chat? Oui. J'ai vu dans le chat. Oui, il lève la main là. Ah, oui, Ah, Dylan, pardon. oui, oui, vas-y Dylan, tu as la parole. Merci beaucoup. Bon, déjà, tout d'abord, merci pour l'explication. Toujours aussi pointu dans la technique. C'est agréable d'avoir un petit peu comment dire, l'explication un peu plus détaillée de qu'est-ce qu'on entend en tout cas par propulsion nucléaire spatiale. En revanche, enfin, en tout cas, à l'écoute de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on voit que finalement, cette technologie-là, elle est surtout américaine. Malgré un tour d'horizon voilà, français, européen, russe, chinois, anglais, et il me semble qu'on a dit 2030 en termes de sortie des dessins d'ingénierie et de mise en application concrète. Euh, Aujourd'hui, cette technologie, elle va surtout être pour les Américains et globalement, c'est tout, non? Pour en tout cas un horizon 2030-2040 à minima, parce que si on fait une comparaison avec le réutilisable spatial, par exemple, on voit qu'aujourd'hui, c'est encore quelque chose de très difficile et que même les Chinois eux-mêmes, ils copient concrètement, enfin, ils copient pas, mais ils s'inspirent beaucoup, disons, de ce que fait Elon Musk. Oui, je vois. Alors effectivement, pour l'instant, il faut reconnaître que les Américains sont les plus avancés. Je dirais que ce sera probablement le cas jusqu'en 2030. Après, sur la décennie 2030, c'est-à-dire entre 2030 et 2040, je pense que en quelque sorte, cette sorte de monopole va probablement s'estomper un petit peu, ne serait-ce que parce que les Chinois ont un programme spatial très actif. Et je pense que ça ira de l'avant aussi en Chine. Et puis, il y a aussi un autre facteur,
mais qui est un petit peu lié aussi à l'émergence du New Space. C'est que aujourd'hui, justement, avec l'émergence des acteurs privés, en tout cas l'arrivée à maturité des acteurs privés dans le domaine spatial, euh, on constate qu'il y a un phénomène en quelque sorte, de délégation de l'innovation des États vers les entreprises privées. Euh, donc, c'est-à-dire que les États confient l'innovation et le risque que ça implique à des entreprises privées qui vont du coup en assumer entièrement le risque. Ce qui fait que les États peuvent, comme par rapport à une innovation qui est essentiellement étatique, les États, eux, ils doivent faire des innovations dont la réussite est quasiment certaine, tout simplement parce que c'est de l'argent. Et ils sont, comment dire, et c'est en quelque sorte directement les deniers publics. Là, en quelque sorte, les États maintenant peuvent investir dans beaucoup de briques technologiques, dans beaucoup d'entreprises différentes. Et même si effectivement, dans les entreprises, il y en a les 2 tiers qui échouent, dans le tiers restant, il y aura forcément une capacité qui aura été développée qui permettra de faire la différence. Et en fait, maintenant, on est dans une dynamique où l'avantage comparatif qui est fourni par une innovation euh, suscite après, en quelque sorte, crée le besoin, même si l'utilité immédiate n'est pas là, euh, le simple fait d'apporter un avantage comparatif est suffisant. Et donc, ça fait que les dynamiques, on va dire, on pourrait presque dire de dilemme de sécurité et de course technologique, du coup, en sont décuplées. Moi, je pense que dans cette optique-là, en fait, aujourd'hui, on le voit déjà, hein, le programme lunaire américain mise entièrement là-dessus. Euh, il fait beaucoup appel à des entreprises privées qui donnent des services intégraux. Et la Chine, elle, va aussi sur la Lune. Donc rien que cet environnement lunaire, déjà, peut créer des besoins assez importants en termes de fret, si j'ose dire, entre les orbites terrestres et lunaires. Et donc, je pense qu'à terme, euh, l'avantage comparatif va intéresser les Chinois et il me semble assez évident que en quelque sorte l'avantage américain peut ne pas durer. Et donc les dynamiques d'innovation aussi après sont vont s'orienter vers comment faire d'améliorer l'efficacité des réacteurs, comment passer d'un démonstrateur à quelque chose qui est peut-être plus ambitieux, et là peut-être même voir la résurgence de certains concepts qu'on pensait disparus, comme par exemple le Big Bullet. Je crois qu'il y a une autre. J'espère que ça répond à ta question. Je crois qu'il y a une autre question dans le chat. Oui. L'isola. Je sais pas. Lise, est-ce que tu vois le chat ou... Oui, voilà, donc oui, on a une question. Bonsoir Monsieur Dufay, vous avez abordé la thématique d'engagement politique, création de la Space Force et considérations budgétaires associées. Question pragmatique, quel est le coût estimé du programme Draco et rapporté au budget de la NASA, que représenterait-il comme effort? Alors, c'est une excellente question. Je vais vous répondre tout de suite sur Draco. Euh, sauf si je n'ai pas les données pour le programme Draco. Euh, là, pour le coup, je ne saurais pas vous répondre. Euh, je suis vraiment désolé, mais je me renseignerai. Et si je vous me donnez votre adresse mail, peut-être que je pourrais vous répondre. Je pourrais vous répondre par mail. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si mon micro fonctionne. Si, on vous Vous entend m'entendez? aussi. Ouais, et j'avais une autre question, ce sera plus facile à l'oral. En fait, à l'heure actuelle, bon, l'espace est censé être, vis-à-vis du traité, un peu en sorte pacifique. Mais là, qu'en est-il de de la prolifération? C'est-à-dire que là, on va commencer à mettre en orbite en fait des réacteurs utilisant le combustible nucléaire, mais Tout à fait. c'est déjà sur Terre bon, voilà, c'est une problématique assez complexe. Je, vous le savez sûrement mieux que moi, mais est-ce que à l'heure actuelle, au niveau étatique, les gens ont conscience que
on va commencer, vous parliez de considération d'acceptabilité, donc environnementale. Est-ce que on va assister à... Est-ce que les gens commencent à parler de légiférer là-dessus ou est-ce qu'on on est uniquement focus sur l'aspect technologique? Alors, pour l'instant, c'est essentiellement technologique. Le cadre juridique, pour l'instant, je dirais que c'est le corpus du droit de l'espace, hein. Les traités internationaux interdisent uniquement les armes de destruction massive, donc, l'usage de l'énergie nucléaire n'est absolument pas proscrit. Ensuite, vous avez un certain nombre de cadres qui sont issus des organisations internationales et des organisations intergouvernementales, pardon. Mais là, pour l'instant, on reste sur des législations qui sont assez génériques, ou assez génériques, pardon, euh, aux activités spatiales. Et après, vous avez également les lois nationales, bah, par exemple le cas de la LOS, la loi sur les opérations spatiales en France. Tout ça crée un cadre juridique pour les activités spatiales de manière générale, mais pour les activités spatiales nucléaires, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de cadre réglementaire. Euh, mais je pense que de toute façon, euh, il va falloir à un moment donné, ça me semble assez inévitable en réalité, ne serait-ce qu'à partir du moment où il va falloir considérer le placement du réacteur en orbite. Il va falloir, par exemple, à ma connaissance, pour l'instant, à Kourou, les lancements radiologiques, pour l'instant, il n'y a aucun cadre juridique, ce n'est même pas autorisé pour l'instant. Donc il va falloir à un moment donné créer des normes, à la fois de sécurité, des normes juridiques, des nouvelles normes de responsabilité, qui vont être assez spécifiques. Et je dirais que pour l'instant, la technologie, à mon humble avis, évolue plus vite euh, que le cadre législatif, ça me semble assez évident. Et le risque après, c'est de voir dans quelle mesure ce, dans quelle mesure j'allais dire, ce vide juridique peut être exploité bien, mais aussi, hélas, comme en mal. Peut-être pour ajouter quelque chose, Oui, vas-y, je pour t'en avoir une prie. transition corpus international vers plus de lois justement nationales. Hmm. Comme tu dis, pour répondre à des besoins concrets, on fait quoi pour les assurances, on fait quoi pour les personnels qui sont sur place, ce genre de choses. Ne serait-ce aussi que pour exporter des matières nucléaires Ah oui, oui, et en complètement. importer, qui pourraient du coup. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que au final, je dirais que, alors bon, c'est pas majoritaire, hein, mais je dirais que cette question de la propulsion nucléaire, euh, ça s'inscrit dans un phénomène plus général qui est, je dirais, le morcellement aujourd'hui de l'ordre juridique international des activités spatiales. C'est-à-dire que on va dire jusqu'à la décennie 2010, ce qui prévalait, c'était encore le traité de l'espace de 67 et le corpus des Nations Unies. Maintenant, d'une part, au niveau international, vous avez des ordres juridiques parallèles qui sont en train de se créer et qui sont plus morcelés, c'est-à-dire que vous avez les accords Artemis qui proposent, qui sont aussi un cadre juridique. Les Chinois, pareil, avec l'ILRS, proposent un autre cadre juridique qui, à chaque fois, en fait, ce sont des cadres juridiques qui s'inspirent du cadre international, mais qui en offrent une vision nouvelle, le complète, une autre interprétation. Euh, Si à cela vous ajoutez le phénomène de morcellement de législation régionale et nationale, en fait, on se retrouve avec un droit spatial qui est avec des interprétations concurrentes, des normes concurrentes, comment dire, une complexité qui est assez vaste et qui, du coup, euh, finit par être aussi un petit peu permissif, en fait. Je sais pas, est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond à ma question et je vois la tendance qui se dessine. Un petit peu Parfait. comme la prolifération, parce on peut attendre des conflits dans l'espace. Voilà, c'est. Merci. Euh, Dylan, est-ce que tu as... Oui, oui, merci beaucoup. En tout cas, à la discussion, j'aimerais aussi ajouter que
malgré cette fragmentation au niveau du droit international de l'espace, on a quand même aussi la COPOS sur les sous-comités légaux et techniques. La question, en tout cas, de la propulsion nucléaire spatiale, elle a été discutée encore en février. C'est quelque chose qui est discuté à peu près chaque année de toute façon. Même si effectivement, parfois, la technologie peut évoluer un peu plus vite que le droit de l'espace en tant que tel, il est bien évidemment pris en compte. Et les différentes propositions faites, que ce soit, enfin, en tout cas, déclarations d'intention faites par l'ESA, par la NASA, par le Japon, l'Inde, de ce que j'ai pu regarder rapidement là, ce qui était en février, on a quand même une prise en compte de ce genre de nouvelles choses. Tout comme sur les Space Guidelines qui ont été adoptés en 2019 et qui sont aussi en train d'évoluer à l'heure actuelle à la COPOS directement. Mais là-dessus, justement, j'aurais une question, parce qu'on l'a légèrement abordé, c'est aussi une question de perception de risque. Parce que quand on regarde finalement un des documents présentés directement à la COPOS par l'ESA, le maître mot, c'est comment on gère le risque, comment on fait en sorte parce que quand on parle de nucléaire, nécessairement, on entend tout le reste qui va derrière. Et en termes d'opinion publique, comme on a cité l'incident de 1964 par Madame Dubois, comment est-ce que justement on va pouvoir faire en sorte de préparer aussi des opinions publiques par rapport à ça? Quand on voit qu'au Japon, par exemple, après Fukushima, tout ce qui était nucléaire, ça a été très compliqué. On voit que la reprise en Allemagne, par exemple, il me semble qu'ils reprennent un peu du nucléaire civil. On sent qu'on a quand même une frilosité de beaucoup d'opinions publiques ou de beaucoup d'acteurs de manière générale quant à ça. Comment est-ce que, qu'est-ce qu'il y a des pistes qui sont envisagées là-dessus et quelle est ton opinion? Euh, je... J'aimerais être sûr de comprendre de comprendre ta question. Oui. Alors, tout simplement, c'est parce que nous, on est convaincus, je pense, par l'idée d'utiliser la Mais en propulsion gros, nucléaire c'est spatiale. comment faire en sorte que l'opinion publique accepte mieux, ou comment c'est pris en compte? Comment elle pourrait être prise en compte? Comment est-ce que demain, on pourrait vraiment mettre sur la table ce genre de technologie avec soit des technologies concurrentes, soit les opinions publiques qui soient pas d'accord avec ce genre d'utilisation? Euh, je pense, mais ça, c'est un phénomène qu'on commence déjà à voir émerger aux États-Unis. En fait, ça va passer beaucoup par, je pense, des sortes de corps intermédiaires dans la consultation, en fait, tout simplement de la société civile. J'explique ce que j'entends par là. Aujourd'hui, il y a une multiplication d'associations, de groupes d'intérêt, parfois même d'organismes publics, dont l'objectif est soit de promouvoir les activités spatiales, soit tout simplement de réunir les gens qui s'y intéressent, de faire des forums de discussion, ce genre de choses. Et je pense que ça va passer essentiellement par ces associations, ce genre de choses, ce genre de structures. En fait, l'idée, c'est que si on structure correctement l'opinion publique et la société civile, en fait, ça fait des relais de communication qui peuvent aider les gens à mieux comprendre les enjeux, à se faire leur opinion. euh, et en quelque sorte, je pense pas, comment dire, pas forcément augmenter l'acceptation, mais en tout cas, à minima, rendre le risque, entre guillemets, plus transparent. C'est-à-dire diffuser vraiment concrètement, c'est quoi vraiment le risque, le cas pire, et comment c'est géré, comment c'est pris en compte. Parce que effectivement, le risque, la catastrophe, c'est qu'il y ait un petit peu ce qui s'est passé avec Cosmos au lancement, etc. Mais en fait, à partir du moment généralement où les risques sont connus et où les risques tout simplement sont calculés et maîtrisés, en fait, après, vous pouvez entraîner vos équipes à le gérer, vous pouvez créer des systèmes de sécurité, vous pouvez prendre en compte les exigences de sécurité dans la conception des réacteurs. Bref, dès lors que le risque est compris, il devient gérable. Voilà. Euh, et donc, je pense que d'une part, il y a cet aspect structuration de l'opinion publique qui va être très importante, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire l'économie. Dans les années 60, c'était simple, l'État a décidé qu'il fallait construire des réacteurs, donc
on construit. Et ceux qui sont pas contents, bah, de toute façon, ça change rien, parce que c'est la course à l'espace et qu'on doit battre les soviétiques. Là, aujourd'hui, en tout cas dans nos démocraties, on va plus pouvoir faire ça, quoi. Euh, donc, structurer l'opinion publique et surtout concevoir les réacteurs, tout simplement. euh, Concevoir les réacteurs, tout simplement, pour les rendre plus sûrs. Surtout que dans les années 60, il y avait déjà de la prospection pour rendre les réacteurs plus solides, hein. Là, on a parlé de Nerva, mais il y avait une variante qui s'appelait Cermet Nerva, dans lequel, bah, justement, c'était ce que j'expliquais tout à l'heure, les barres de combustible sont dans des blindages en fait en céramique, ce qui les rend beaucoup plus résistantes aux vibrations, aux chocs. Et en cas d'explosion, même en admettant que le réacteur soit ouvert, ça évite que le combustible soit fragmenté à l'excès, et du coup, ça permet de simplifier les opérations éventuellement de nettoyage. C'est ce genre de choses, à mon avis, à la fois au niveau technique et à la fois au niveau de l'opinion publique, qui permettront une meilleure gestion. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Et pour revenir sur une question d'avant sur combien coûtait le programme Draco, euh, j'ai retrouvé le chiffre. Le contrat donc, accordé par la NASA et la DARPA à Lockheed Martin, c'est un contrat de 499 millions de dollars. Donc on est sur un demi-milliard de dollars à peu près pour le démonstrateur. Donc en gros, je pense après avoir... forcément, je pense que le budget va forcément déraper. Budget spatial comment dire, qui n'a pas de retard et qui ne dépasse pas son budget, c'est pas un vrai projet spatial. Mais donc du coup, je pense qu'on peut raisonnablement estimer, en pessimiste, je dirais peut-être entre 700 et 1 million, entre 700 millions et 1 milliard de dollars, je pense. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Moi, j'avais une question parce qu'en fait, là, on parle de moteur donc à propulsion nucléaire, mais ça existe déjà pour les sous-marins. Et je voulais savoir, parce que dans les sous-marins, on a réussi à condenser cette technologie avec l'eau, donc l'eau pressurisée dans le moteur, etc., qui font, même si c'est pas directement, parce que dans les fusées, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, les réacteurs, mais dans l'eau, la vapeur, elle peut pas directement partir dans l'eau, et du coup, c'est pour ça qu'on chauffe la vapeur. Et je voulais savoir, et du coup aussi, ils ont réussi à avoir un tonnage moindre pour justement adapter le tonnage du sous-marin. Et du coup, ils ne pouvaient pas s'inspirer de ce qui a déjà été fait sur les sous-marins. Mais là, dans l'espace, même si effectivement, là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas l'eau lourde. Oui, mais je comprends la question. Euh, En fait, il y a une perméabilité technologique entre les réacteurs de sous-marins et les réacteurs spatiaux, qui est, je dirais, cette perméabilité, elle est au niveau des SMR, les Small Modular Reactors. Tout simplement parce que, en fait, en réalité, un réacteur nucléaire pour l'espace, c'est un SMR, donc voilà, qui est très miniaturisé, qui puisse être emporté dans l'espace. Et d'ailleurs, les mêmes contrats qui sont accordés, euh, comment dire, par le département de la Défense américain pour les réacteurs nucléaires spatiaux servent aussi à financer des réacteurs nucléaires pour les infrastructures de défense. Typiquement, par exemple, si vous êtes capable de construire un SMR pour une base lunaire, vous êtes probablement capable d'en faire un qui tient dans un camion que vous pouvez remorquer pour aller alimenter une base militaire. Donc effectivement, de ce point de vue-là, il y a une grande perméabilité technologique. Et en fait, je pense, même s'ils ne vont pas reprendre des technologies des sous-marins pour aller dans l'espace, je pense par contre qu'il est très possible que certaines technologies qu'on met au point pour l'espace, pour diminuer les coûts, pour diminuer le poids, etc., après se retrouvent par cascade dans les sous-marins futurs. Ça me semble pas totalement déconnant. D'accord. Avons-nous d'autres questions? Lise, pas de questions de ton côté Non, voilà, on avait prévu, pour finir avec Amaury, de parler de la question du déploiement des armes nucléaires dans l'espace, parce que tu avais préparé une slide, il me semble. Mais on a déjà pas mal évoqué la question, je ne sais pas si tu veux terminer dessus, par exemple.
Peut-être très brièvement, alors, parce que du coup, c'est vrai que la question n'a pas été posée, mais ça ne vous aura pas échappé que dans l'actualité récente, il y a eu un moment où il y a eu les rumeurs comme quoi les Russes souhaitaient déployer dans l'espace, alors ça n'a pas été très clair, hein, si c'était un système d'armes nucléaires dans l'espace ou si c'était un système à énergie nucléaire. Bon, vous avez vu que les Russes travaillent sur le fameux remorqueur qu'on a vu tout à l'heure. En réalité, je pense qu'il ne verra pas le jour avant la décennie 2030, compte tenu du contexte actuel économique russe. Néanmoins, bon, l'idée d'utiliser des armes nucléaires dans l'espace, là aussi, ce n'est pas récent, ça date là encore de la guerre froide. Et globalement, peut-être pour vous montrer un petit peu ce à quoi ça pourrait ressembler, déjà, il faut savoir qu'une bombe atomique qui explose dans l'espace, ça ne ressemble pas du tout, les effets ne sont pas du tout les mêmes que dans l'atmosphère. Parce que dans l'atmosphère, comme vous avez l'atmosphère qui est là, ça fait qu'il y a un effet de souffle, ça fait qu'il y a une diffusion thermique. Dans l'espace, en fait, l'explosion qui va avoir lieu, en fait, ça va être uniquement du rayonnement et uniquement le plasma qui est en fait l'enveloppe de la bombe qui est vaporisée. Donc vous n'avez pas vraiment de souffle, vous n'avez pas d'effet de souffle, vous avez éventuellement l'effet de plasma, donc qui va peut-être chauffer s'il touche, mais en fait, globalement, si vous voulez faire exploser une bombe atomique dans l'espace pour détruire un satellite ou une constellation de satellites, il va falloir que ce soit un tir assez rapproché. Ce sont des armes qui vont plutôt être à courte portée. À partir de là, vous avez plusieurs effets possibles. Il y a bien, on évoque souvent les impulsions électromagnétiques. Il faut savoir que ce qui fait que les impulsions électromagnétiques se développent lors d'une explosion nucléaire, c'est le fait qu'elle est en contact avec l'atmosphère. Donc si vous avez une bombe atomique qui explose dans l'espace, elle ne va pas produire de MP. Par contre, si vous la faites exploser en très haute altitude, éventuellement, ça peut affecter certains satellites en orbite basse. Et d'ailleurs, les Chinois ont mis au point un programme de simulation de ce genre de choses. Si vous voulez, là encore, faire des impulsions électromagnétiques contre des satellites, le meilleur compte, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une bombe E. En fait, en réalité, c'est un explosif conventionnel entouré d'une bobine métallique qui permet de créer l'impulsion électromagnétique. Mais là encore, on est sur de la très courte portée. L'autre solution, c'est les bombes à neutrons. Vous savez qu'il y a un certain type d'armes nucléaires qui sont optimisées pour produire un maximum de neutrons. Sur Terre, l'intérêt des bombes à neutrons, c'est qu'elles sont moins puissantes en termes de pouvoir destructeur explosif, mais par contre, les rayonnements, du coup, permettent de toucher beaucoup plus ce qui est organique. Dans l'espace, en l'occurrence, ça permettrait peut-être d'utiliser les rayonnements neutroniques pour avoir un effet, tout simplement pour griller l'électronique embarquée des satellites. Sachant qu'il ne faut pas oublier que les satellites sont quand même de base conçus pour résister aux éruptions solaires. Donc généralement, ils ont déjà une protection minimale contre ce genre de flux. Donc la réussite n'est pas garantie. Ensuite, vous avez une petite curiosité de la guerre froide qui s'appelle le Casabah Howitzer, que vous voyez à droite. Qu'est-ce que c'est que ça? En gros, imaginez une charge creuse nucléaire, c'est-à-dire une arme nucléaire dont la coque, dont l'enveloppe est optimisée pour que l'explosion aille dans une direction particulière, en l'occurrence vers l'avant. Dans les premiers, vraiment tout premiers instants, du coup, le plasma se dirige vers l'avant, l'explosion, l'énergie nucléaire atteint le couvercle du Casabah, qui est généralement fait qui serait fait là, ici, en l'occurrence, je crois que c'est en beryllium, je suis pas sûr. En tout cas, il y a une sorte de couvercle qui, du coup, va être transformé en plasma, et donc votre bombe va former une sorte de lance de plasma que vous pouvez diriger vers un satellite. Ça a été conçu à l'origine dans le cadre du projet Orion. En fait, c'était conçu à la base comme idée pour pouvoir propulser un vaisseau. Donc, vous auriez eu un vaisseau qui largue des bombes atomiques à son arrière et qui se sert de ce genre de bombe pour se propulser. Et enfin, la dernière possibilité, c'est d'utiliser une arme nucléaire pour produire des lasers. Donc, en gros, il faut imaginer une sorte un engin nucléaire entouré de tiges, en fait, tout simplement,
qui après vont se ioniser et provoquer la formation du laser. Bien sûr, je simplifie outrageusement et je pense qu'il y a beaucoup de physiciens qui regarderont ça qui vont parler, mais l'idée, c'est qu'en tout cas, avec une explosion nucléaire, vous pouvez produire un très grand nombre de faisceaux laser. Et l'idée, ça a été développé, donc ça c'était le projet Excalibur, ça a été développé dans les années 80, dans le cadre de l'initiative de défense stratégique de Ronald Reagan. L'idée, c'était que du coup, avec une explosion nucléaire, on pouvait intercepter plusieurs ogives en vol. Tout ça, ce sont des curiosités de la guerre froide, mais il va de soi aussi que, comment dire, ça reste quand même des armes nucléaires. Donc elles sont soumises exactement aux mêmes restrictions que celles qui s'imposent à la dissuasion. Et en tout cas, dans la doctrine américaine, toute attaque nucléaire contre l'espace rentre dans le domaine des intérêts vitaux, rentre dans le domaine de la dissuasion nucléaire. Voilà ce que l'on pourrait dire sur un petit peu à quoi on pourrait ressembler, à quoi ça pourrait ressembler concrètement. Alors, merci beaucoup, Amaury. Est-ce qu'il reste des questions dans le public? Non? C'est bon? Alors, on va peut-être finir là, à moins qu'Amaury, tu veuilles encore dire quelque chose. Ah non, moi c'est bon, s'il n'y a plus de Ok. questions. S'il n'y a plus de questions. c'est Bon, terminé. très bien. Donc, merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Merci évidemment Et voilà. Et donc, la prochaine séance du séminaire, c'est dans un mois, il me semble. Exactement, oui. C'est dans un mois. Oui, Oui, ce sera exactement le 24 avril. Voilà. 24 avril. C'est C'est noté. un poème de Géode qui nous parlera de la connectivité dans le Nunavut canadien, donc dans les territoires stratégiques du Nord canadien. Une belle conférence à venir. Donc, merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée à tous, merci. C'est vrai, merci.